Chers amis, bonjour à vous tous. Je suis heureux de retrouver beaucoup de visages familiers réunis autour de Marc Le Fur. Et je voudrais simplement vous dire quelques mots pour laisser l'essentiel à Marc. Chers amis, comme dans toutes les élections, 3 facteurs vont être déterminants. Le candidat, le bilan de la gestion de l'équipe passée, et bien entendu, notre projet commun. Sur l'homme, je vais me débarrasser de ça, c'était pour vendre le livre de Claude Champeau, que vous pouvez applaudir, il n'est pas là aujourd'hui, le nouveau défi armoricain qui était là ce matin. Donc le candidat. Je connais Marc Le Fur. J'ai apprécié à l'Assemblée nationale sa sincérité et ses combats. Pour toute la Bretagne, nous avons ensemble passé une partie de la nuit, tu t'en rappelles, côte à côte, pour défendre l'exonération au moins partielle de l'écotaxe, compte tenu de notre région périphérique par rapport au cœur de l'Europe. Pour les agriculteurs et les ouvriers, je t'ai toujours retrouvé pour défendre leur position et donner de la considération à ceux qui en manquent aujourd'hui. Et puis aussi, nous avons lutté ensemble contre l'excès de normes qui étouffe les capacités d'initiative de nos compatriotes. Et pour être sûr de mon jugement, j'ai interrogé 2 personnes en qui j'ai beaucoup confiance. Gilles Carrez, président de la commission des finances. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de Marc Le Fur? Attendez-vous, au pire. Il me répond solide, sérieux, tenace, avec une grande rigueur morale. Pour être sûr que je ne trompe pas, j'ai posé la même question à Hervé Novelli, qui était à Vitry il y a 48 heures, pour défendre justement la promotion et la formation tout au long de la vie et l'apprentissage qui a été dévalorisé. Il me répond, Marc Le Fur, c'est un gars bien. Voilà, tout est dit, donc nous pouvons avoir confiance dans l'homme. L'un des 2 a ajouté ceci, Pierre, tu dois essayer de le convaincre pour faire le bon choix au moment des primaires l'année prochaine. Voilà, pour bien dire ce qu'on pense, il faut faire le bon équilibre entre les familles du centre et les familles des républicains. Alors, chers amis, pour la Bretagne et pour les Bretons, nous devons trouver ensemble un chemin d'espoir. Et comment parvenir à ce chemin d'espoir? Pour moi, le premier point, j'en citerai simplement 4, c'est d'abord de retrouver la confiance au niveau national. Ce n'est pas en maintenant et en soutenant la réélection de François Hollande que nous y parviendrons et que nous donnerons des forces à la Bretagne. La France n'est plus perçue, chers amis, à l'étranger comme une référence. Lors de l'émission que beaucoup d'entre vous ont dû suivre, Des paroles et des actes, où d'ailleurs François Fillon était très bon, il y a eu 2 tableaux qui nous ont été montrés par François Langlais. Rappelez-vous, ces 2 tableaux étaient cruels pour la situation de la France par rapport aux autres pays européens. Et ceci, c'est le bilan des 3 dernières années. J'ai apprécié la lucidité et la vérité de ces 2 propos qui ne viennent pas de l'opposition, mais de 2 proches ou militants du Parti socialiste. L'un s'appelle Malek Bouidi. Qu'a-t-il dit? Il a dit ce quinquennat de François Hollande, c'est un congrès du PS qui dure 5 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce message. D'où, chers amis, cette politique de zigzag permanent entre les uns et les autres
qui ne peut pas rétablir la confiance, ni la confiance des investisseurs étrangers ou de l'étranger en France. J'en cite un deuxième que j'admire, c'est Pascal Lamy. Il a dit ceci dernièrement: je préférerais que le chômage des jeunes soit un tabou plutôt que les 35 heures. Je crois que nous devons partager cette ligne. Et cette ligne passe d'abord par des changements au niveau national et donc des soutiens que nous ne pouvons pas accepter. Deuxième point, pour retrouver un chemin d'espoir, je voudrais, chers amis, qu'on revienne à la région, Marc, à l'esprit du CELIB, Comité d'études de liaison des intérêts bretons. Il y avait un message qui était fort, qui a permis la résurrection de la Bretagne, c'est associer les volontés et en même temps respecter les sensibilités. Chers amis, pendant ces 3 ou 4 dernières années, je n'ai pas eu le sentiment que cette ligne du CELIB ait été retenue par les responsables de la région. Je n'ai pas senti dans l'équipe sortante cette volonté, à part un ou deux, je ne vais pas les citer là parce qu'ils se mettraient en difficulté. Il y a eu trop de politisation pour moi et trop de quadrillage. Ne tombons pas nous-mêmes dans ce travers. La vérité n'est pas toujours dans un seul sens. Un homme seul ne peut pas réussir et faire la réussite d'une région quand il est neutralisé par des divergences politiques ou du sectarisme. Il y a un mot qui m'avait beaucoup frappé lors de l'affaire des bonnets rouges, qui montre qu'il y a deux philosophies. Un dirigeant politique de ce département a dit ceci: quelle mascarade de voir défiler ensemble des ouvriers et des patrons. Ça veut dire qu'il ne comprendrait rien au monde d'aujourd'hui, d'autant plus que la moitié des chefs d'entreprise, des PME en Bretagne, sont des anciens ouvriers ou agriculteurs. C'est là une première différence philosophique. La deuxième différence philosophique, c'est dans la répartition des crédits et des dotations entre les différents territoires et pays de Bretagne. Moi, j'ai toujours défendu que le centre-Bretagne ou l'ouest de la Bretagne est 3 fois plus que le pays vitré. Normal, juste et justifié. Par contre, je me suis aperçu que j'avais 50% de moins que Rennes, qui a 50% d'emplois publics. J'ai posé la question, mais pourquoi cette différence? Non pas avec l'ouest de la Bretagne, mais avec Rennes. On m'a répondu ceci: Monsieur Meilly, vous n'imposez pas assez vos contribuables, ni vos entreprises. Je dis, est-ce que vous vous rendez compte de ce message? Je suis dans un bassin industriel dont l'INSEE dit qu'il est le plus vulnérable de Bretagne. Donc je me dois de préserver la compétitivité des entreprises et la qualité et le niveau de vie des salariés. J'étais très marqué par le départ en Californie de la société Toyota. 4500 salariés quittent la Californie pour aller au Texas. Grand débat national, 4500 salariés. L'entreprise répond: nous sommes dans une industrie automobile soumise à la concurrence mondiale. L'impôt est trop lourd pour les entreprises en Californie et les loyers trop chers pour les salariés. Donc, chers amis, si nous voulons garder en Bretagne une Bretagne économiquement forte, tant pour son agriculture que pour son industrie, nous devons faire très attention à la réduction de la dépense publique et, comme l'a dit tout à l'heure, à mieux gérer la dépense publique. Et donc, ne reprenons pas les travers, ne regardons pas le monde avec des vieilles lunettes idéologiques. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Troisième point, je voudrais bien un verre d'eau là. Alors merci. J'ai vu que mon prédécesseur avait une bouteille. Moi, un verre me suffit.
Troisième point, je regarde ma montre pour rester dans le délai. Troisième point, pour retrouver un chemin d'espoir, il nous faut sortir d'un système étatique, centralisé, qui étouffe les initiatives et accroît les dépenses. Le monde actuel, chers amis, exige souplesse et rapidité. Nous avons lenteur et rigidité, et ça ne peut pas marcher. Nous assistons en effet en permanence, et cela a été dit par un de mes prédécesseurs, à un empilement de structures, à une tornade de schémas, où nous passons un temps fou à financer des bureaux d'études pour changer en permanence la législation. Ça ne peut pas marcher pour la Bretagne. Et j'ai beaucoup aimé le livre que j'ai présenté tout à l'heure de Sal Braise, je parle mal breton, Le nouveau défi armoricain. J'ai beaucoup apprécié le livre de Jean Livreau, qui a bien fait la définition et l'avenir de la Bretagne, la défense non pas du top-down, tout vient d'en haut, mais du bottom-up. L'avenir, chers amis, repose sur les territoires beaucoup plus que sur l'État. J'ai aimé aussi le livre de Jacques Bichot. Jacques Bichot a fait un livre qui s'appelle Le Labyrinthe. Je vous conseille de le lire. Le titre, c'est Réglementer pour régner. Nous avons reçu à la conférence des villes de Bretagne Alain Lambert. Il nous a dit résistez, révoltez-vous. Il a été applaudi par eux. Les administrations centrales veulent du pouvoir et multiplient les réglementations pour avoir du pouvoir. J'étais à Bruxelles, dit Alain Lambert. Il est président de la Commission nationale des normes. Il est président du Conseil général de l'ordre. J'ai constaté que systématiquement les directives européennes, souvent justifiées, sont systématiquement durcies par les administrations centrales. Nous l'absolue nécessité, nous, de réagir sur ce point. Dernier point. Pour retrouver un chemin d'espoir pour la Bretagne, il nous faut parvenir à un meilleur équilibre des territoires. Il y a le professeur Dumont qui a parlé de ruralicide, une politique ruralicide qui oublie les territoires ruraux. Et je pense que nous devons parvenir à un meilleur équilibre du territoire à l'intérieur de la Bretagne. Le Finistère, tout à l'heure, nous y a appelé, d'où la solidarité justifiée de l'île-et-Vilaine vis-à-vis de l'Ouest. Et j'ai rencontré personnellement, lors d'une rencontre avec les responsables des bassins agricoles et industriels, qu'ils soient à Pontivy, à Redon, à Fougères, à Loudéac, ils ont tous le sentiment qu'on ne voit que par les métropoles, qui sont importantes. Mais le devoir de prendre en compte les bassins agricoles et industriels est pour nous une absolue nécessité. Et les métropoles ont un rôle important à jouer. Mais la concentration excessive des activités et des hommes ne favorisera pas la qualité de vie dans les cœurs de ville concentrés. Rappelez-vous aujourd'hui que 50% des familles dans la région parisienne qui ont des enfants voudraient revenir en province. Donc nous-mêmes, je me suis heurté à la déléguée à l'aménagement du territoire à la conférence des villes de Bretagne à Bourg-en-Bresse. Elle racontait du truc, la ville, c'est les métropoles. Et je lui disais, reviens vite, Olivier Guichard. Parce que Olivier Guichard, qui était ministre de l'aménagement du territoire du temps du général de Gaulle, avait su que l'avenir du pays, c'était une répartition harmonieuse des activités et des hommes sur le territoire. Et en fait, dernière étude, moi, qui m'a frappé, c'est une étude de l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale, l'ODIS. Cet organisme a comparé les 21 régions françaises à partir de 15 critères de performance économique et de 15 critères de performance sociale. Sur les critères de performance économique, c'est la région Île-de-France qui était la première, mais elle n'était que 20e sur les critères de performance sociale. Et quand on faisait l'addition des 15 critères de performance économique et des 15 critères de performance sociale, quelle était la première région qui apparaissait? La Bretagne? Non. Les Pays de Loire. La Bretagne était deuxième.
pas mal. Et cette étude disait ceci qui est très important pour nous, pour toi Marc, et pour toute l'équipe. Elle disait la force du Grand Ouest, ce n'est pas simplement une grande conurbation urbaine, mais un réseau de villes moyennes et de petites villes bien liées à son tissu rural qui favorise les capacités d'initiative, de créativité et de cohésion sociale. Je crois que c'est ce que nous devons pour donner envie à nos électeurs de défendre, montrer que nous avons philosophiquement d'autres orientations et que nous pouvons réussir et donner de l'espoir. Voilà, chers amis, quelques raisons qui me conduisent à soutenir et à espérer la victoire de l'équipe réunie autour de Marc Lafur.